Protection pendant la plongée. Dans ce chapitre, tu comprendras comment se comporte la chaleur dans l'eau. Tu apprendras à surmonter quelques inconvénients. Tu découvriras ce qu'est la flottabilité et comment la modifier. Et tu approfondiras quelques aspects de la physiologie du plongeur. La perte de chaleur. Dans l'eau, au bout d'un certain temps, tu l'auras sûrement déjà constaté, on commence par avoir froid même si l'eau paraissait chaude. Afin de mieux comprendre le phénomène, approfondissons la notion de température. La chaleur est une forme d'énergie. On peut mesurer la température qu'émane un objet. Quand deux objets, l'un froid et l'autre chaud, sont mis en contact, l'objet chaude cède peu à peu sa chaleur à l'autre jusqu'à ce que les températures des deux s'équilibrent. Le transfert de chaleur se fera plus ou moins vite selon leur propre capacité de transmission thermique. Les plongeurs ont un corps chaud, tout ce qui l'environne est plus froid. Sur la terre ferme, la perte de chaleur est modérée dans la mesure où nos vêtements piègent à l'intérieur l'air chaud. Par contre, dans l'eau, la perte de chaleur est beaucoup plus rapide. Pour pouvoir réchauffer d'1 degré un certain volume d'eau, il faudra utiliser 4 fois plus de chaleur que pour un même volume d'air. En outre, dans l'eau, la transmission de température entre les molécules est 20-25 fois plus rapide que dans l'air. En conclusion, on se refroidit plus rapidement dans l'eau que dans l'atmosphère. Il est alors nécessaire dans l'eau d'utiliser des équipements particuliers afin de limiter la perte de chaleur. Combinaisons et accessoires. Pour réduire la perte de chaleur, habituellement, on piège une couche d'air grâce aux vêtements. Ainsi, la chaleur de notre corps, transmise à la couche d'air, rétablit constamment l'équilibre thermique. Néanmoins, ceci est inefficace dans l'eau. La première raison est que l'eau est un conducteur thermique important. La seconde est que, imbibé d'eau, le textile n'est plus un isolant. Pour se protéger contre le froid, les plongeurs utilisent des combinaisons. Il s'agit de tenues fabriquées dans des matériaux spécifiques. Pour fabriquer une combinaison, on utilise normalement le néoprène. C'est une mousse synthétique pleine de bulles d'air. Ce tissu est un mauvais conducteur et donc réduit énormément l'échange thermique. Plus la mousse est épaisse, plus le néoprène sera isolant. Le choix de l'épaisseur de la combinaison se fera selon la température de l'eau. Une autre fonction de la combinaison est comme protection contre les objets coupants, les animaux urticants ou même des coups de soleil. Si l'eau est chaude à plus de 30 degrés, une combinaison légère en lycra sera suffisante. En plus, étant élastique, elle est plus facile à enfiler. Entre 28 et 30 degrés, il existe d'autres textiles qui protègent mieux. Par contre, sous les 28 degrés, une combinaison humide en mousse de néoprène sera nécessaire. Entre les 25 et 28 degrés, une combinaison monopièce de 3 mm d'épaisseur sera suffisante. Comme son nom l'indique, une combinaison monopièce est faite d'un seul tenant et couvre le corps tout entier. Entre 21 et 25 degrés, la combinaison devra avoir une épaisseur d'au moins 5 mm. Ce type de combinaison est proposé en monopièce ou en 2 pièces, la veste et la salopette. La combinaison monopièce se décline elle-même en 2 versions, une longue et une courte. L'un des points faibles des combinaisons humides sont les fermetures à glissière, l'eau froide s'infiltrant plus facilement.
C'est bien pour cette raison que les apnéistes préfèrent utiliser des combinaisons très adhérentes et sans fermeture à glissière, très difficiles à enfiler par contre. Entre 17 et 21 degrés, il est préférable de choisir une combinaison munie d'une unique glissière qui limitera énormément les infiltrations. Ces combinaisons sont couramment appelées semi-étanches et ont une épaisseur de mousse de néoprène assez importante, entre 6 et 7 mm. Plus la température baisse et plus la combinaison devrait être sèche, jusqu'à atteindre une étanchéité parfaite. La combinaison devient complètement étanche quand l'air circule entre elle et la peau du plongeur, mais cette combinaison doit être reliée à la bouteille d'air. Le critère pour le choix optimal d'une combinaison, une adhérence parfaite au corps tout en restant confortable à porter. Quelquefois, il faut des gants et des bottillons en néoprène pour protéger mains et pieds. Pour la tête, on utilise une cagoule éventuellement détachable. La cagoule doit être adhérente sans serrer le cou, pour éviter la sensation de suffocation. Et si la compression de la veine artérielle placée sur le cou est excessive, le plongeur peut avoir un malaise. Déséquilibre thermique. Même avec une combinaison, le plongeur n'est pas à l'abri de la perte de chaleur. L'un des premiers symptômes sont les frissons. Ne jamais sous-estimer ce premier symptôme, étant donné que la perte de chaleur progresse très rapidement. Les premiers frissons sont le signal. Sors immédiatement de l'eau, sèche-toi et une fois habillé, réchauffe-toi en buvant des boissons chaudes, mais attention, sans alcool ni caféine. Sais-tu que le même problème, mais à l'inverse, peut se poser ? Une trop longue exposition au soleil avec une combinaison te soumet au risque du coup de chaleur. Mouille-toi fréquemment pour te rafraîchir. Il est facile d'éviter l'un ou l'autre cas en restant à l'écoute de notre corps. La flottabilité. Dans l'eau, tu vas t'apercevoir que tu flottes plus facilement avec une combinaison. Et pourquoi donc ? Un matériel est caractérisé par la densité. En comparant la densité d'un certain objet par rapport à celle de l'eau, sa densité pourrait être plus ou moins importante. Ce sont ces différences qui conditionnent les variations de flottabilité. Un exemple pratique, prenons une bouteille en plastique pleine d'air. Plongée dans l'eau, la bouteille remonte à la surface. Dans ce cas, on dira que sa flottabilité est positive. Remplie de sable, la même bouteille coulera. Dans ce cas, on dira que sa flottabilité est négative. Et si la même bouteille est pleine d'eau, sa flottabilité est neutre car la bouteille n'est ni trop lourde ni trop légère et elle reste à la même place. Ce phénomène, c'est le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un fluide subit une poussée verticale de bas en haut égale au poids du volume du fluide déplacé. Quand on plonge complètement un corps dans l'eau, ce dernier déplace un volume d'eau équivalent à son propre volume. On peut comparer le poids du corps avec le poids du volume d'eau déplacé. Si le corps pèse moins que l'eau déplacée, la différence entre la poussée de flottabilité et le poids du corps le fait flotter. Si le corps pèse plus que l'eau qu'il déplace, la différence entre le poids du corps et la poussée de flottabilité le fait couler. Si les poids du corps et de l'eau déplacée sont équivalents, on obtiendra une condition de flottabilité nulle. À présent, tu comprends pourquoi tu flottes bien mieux en combinaison de plongée plutôt qu'en maillot de bain. La combinaison est faite de quantités de petites bulles de gaz qui sont plus légères que l'eau. Voilà pourquoi, une fois dans l'eau, tu bénéficies d'une bonne poussée verticale du bas vers le haut. Mais attention, ces petites bulles d'air vont être comprimées au fur et à mesure de ta descente sous l'eau. Et plus la pression augmente, plus leur volume diminue, et donc plus le volume d'eau que déplace la combinaison se réduit. Conséquence, la poussée verticale initialement fournie par la combinaison disparaît lentement. Essaye d'aller sous l'eau avec une combinaison, c'est impossible. Et pourquoi ? La flottabilité positive de la combinaison t'en empêche. Pour descendre sans effort, il faut nécessairement s'équiper d'une ceinture de lestage.
Le système de lest. Parlons de cette pièce d'équipement, elle est essentielle pour le plongeur. La ceinture la plus courante est une sangle de nylon avec une boucle en métal ou en plastique en guise de fermeture. Cette boucle doit pouvoir être rapidement et simplement détachable d'une seule main. Sur la ceinture, on enfile habituellement des poids en plomb qui peuvent avoir différentes formes et dimensions. Les poids en plomb sur la sangle doivent être bloqués afin d'éviter leur glissement. Ton moniteur t'apprendra les principales techniques pour enfiler la ceinture de lestage. L'important est que la boucle soit à gauche et que l'extrémité de la sangle la dépasse légèrement. Ce surplus de sangle est indispensable afin que quiconque puisse facilement et rapidement détacher la ceinture si nécessaire. En prenant en main une ceinture, n'oublie jamais de la prendre du côté opposé à la boucle. Tu éviteras ainsi de perdre accidentellement les plombs. Il existe de nombreuses solutions de lestage. Certains sont partie intégrante d'autres pièces d'équipement. Mais toutes les solutions doivent avoir un point en commun, être facilement détachables. La respiration. Examinons quelques aspects de la physiologie du corps humain. Un gaz en particulier est indispensable aux cellules du métabolisme, c'est l'oxygène. Pour apporter l'oxygène nécessaire, notre organisme dispose d'un système respiratoire et sanguin, les poumons et le cœur. Le cœur pompe le sang en l'obligeant à circuler dans notre organisme, au travers d'un réseau de vaisseaux. Les battements de cœur ne sont en fait que la manifestation du travail du muscle cardiaque. C'est grâce à cette pompe et à son système de valves que le système de la circulation sanguine remplit sa fonction. À partir du cœur, le sang coule dans les artères qui se ramifient en veines de plus en plus fines et nombreuses pour aboutir aux vaisseaux capillaires. L'oxygène est ainsi transporté jusqu'aux cellules qui cèdent alors du dioxyde de carbone, un produit résiduel du métabolisme. Le sang, pauvre en oxygène, est aspiré par le cœur au travers des veines et refoulé ensuite dans les artères pulmonaires, vers les poumons, où il se libère du dioxyde de carbone et s'enrichit de nouveau en oxygène. À l'intérieur des veines pulmonaires, le sang régénéré en oxygène retourne vers le cœur qui le renvoie de nouveau dans les artères pour un nouveau cycle. Les poumons se composent d'un ensemble de petits sachets appelés alvéoles, dans lesquels l'air est séparé du sang grâce à des membranes dont l'extrême finesse rend possible l'échange gazeux. En traversant ces membranes, le sang cède les molécules de dioxyde de carbone et s'enrichit de molécules d'oxygène, produisant ainsi l'échange gazeux indispensable à la vie. C'est l'hémoglobine qui assure d'une façon efficace le transport de l'oxygène jusqu'aux cellules, y compris les cellules des poumons. Ce merveilleux système ne pourrait plus fonctionner si jamais la respiration s'interrompait. L'essoufflement, l'hyperventilation et la syncope. Il faut faire attention à sa propre respiration. Parfois, il arrive que l'on soit à bout de souffle. Cela se traduit par une succession involontaire de mouvements respiratoires superficiels et rapides. Cela s'explique. Normalement, lorsque nous respirons, nous utilisons une partie minime de notre capacité pulmonaire totale, soit un demi-litre pour un total d'environ 5 à 8 litres. L'air, avant de parvenir dans la zone active des alvéoles, pénètre à travers le nez et la bouche, le pharynx, le larynx, la trachée et enfin les bronches. À l'intérieur de ces cavités, aucun échange n'a lieu. C'est pourquoi ces cavités sont définies couramment comme cavités d'espace mort. Leur volume total est de 0,15 à 0,20 litres environ. C'est pourquoi ces cavités sont définies couramment comme cavités d'espace mort. Leur volume total est de 0,15 à 0,20 litres environ.
À chaque inspiration, l'air qui rejoint les poumons est celui qui avait été préalablement respiré et qui était resté dans les espaces morts, n'apportant aucune amélioration aux poumons en ce qui concerne le contenu en oxygène. En utilisant un tuba par exemple, le volume d'air chargé en oxygène n'est donc que de 0,3 à 0,35 litres. A l'inverse, lorsque l'inspiration est profonde, l'efficacité s'améliore. Le volume d'air oxygéné augmente à chaque mouvement respiratoire. Même si notre corps est d'oxygène, c'est le dioxyde de carbone présent dans le sang qui stimule et provoque un acte respiratoire. Dans le cas d'une respiration superficielle, l'élimination du dioxyde de carbone n'est pas assez importante pour interrompre une succession rapide de contractions respiratoires. Involontairement, ta respiration deviendra de plus en plus rapide et superficielle. Tu éprouveras alors la sensation désagréable de ne plus pouvoir contrôler ta respiration et d'étouffer. Mais tu peux prévenir ou résoudre ce problème de la façon suivante. Arrête-toi, repose-toi et commence par respirer profondément en expirant à fond afin de vider tout l'air de tes poumons. Tu vas alors reprendre peu à peu le contrôle de ton souffle. L'expert en apnée utilise la technique de l'hyperventilation avant de s'enfoncer sous l'eau. Le plongeur, en cas d'essoufflement, peut utiliser ce procédé, même si l'objectif est différent. L'objectif de l'hyperventilation est de prolonger la durée de séjour sur le fond en réduisant le niveau de dioxyde de carbone dans le sang. En cas d'essoufflement, le plongeur a lui aussi besoin d'abaisser ce niveau, et donc peut appliquer la même méthode. Toutefois, l'hyperventilation n'est pas capable à elle seule d'augmenter de beaucoup le volume d'oxygène à l'intérieur de nos poumons. Elle retarde simplement les contractions du diaphragme. L'hyperventilation prolongée peut devenir dangereuse parce qu'elle réduit le niveau d'oxygène en faisant disparaître les signes de manque d'oxygène, en premier lieu la contraction du diaphragme. Quand le niveau d'oxygène dans le corps humain est trop bas, nous réagissons par la syncope, l'évanouissement. Ce qui dans l'eau est très dangereux, le risque étant la noyade. D'habitude, la syncope survient dans les derniers mètres de la remontée à cause de la diminution de la pression. Le meilleur moyen pour prolonger le temps d'apnée est d'apprendre à nager très lentement et calmement, tout en se relaxant mentalement. Pour ne pas prendre de risques, mieux vaut être toujours à deux en se surveillant mutuellement, l'un sur le fond et l'autre à la surface, prêt à intervenir au cas où. Il est donc logique qu'il faille limiter la profondeur de la plongée en fonction de ses propres capacités. Ces quelques règles simples assureront à tes plongées le plaisir en toute sécurité. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir l'équipement qui permet la respiration sous l'eau de façon facile et plaisante. À bientôt.